Les enfants du colonialisme français. La campagne contre le voile à l'école s'appuya aussi, comme il fallait s'y attendre, sur les discriminations qui pèsent sur la vie des populations d'origine musulmane vivant en France. Un argument redoutable qui puise sa force dans une réalité qu'il est difficile d'ignorer. Et comme ceux qui disent que l'interdiction du voile ne serait qu'un voile sur les discriminations des femmes musulmanes dans la société française, nous avons un solide ressentiment à l'égard de la République française à ce sujet. Qu'a-t-on fait pour assurer l'égalité de tous les Français? La preuve n'a plus besoin d'être faite qu'il y a en France un racisme anti-maghrébin. Les délits de faciès et leurs sombres et tragiques conséquences, auxquelles s'ajoute souvent le sentiment de déni de justice, sont là pour nous rappeler que nous devons nous méfier de l'hydre à 1000 têtes qu'est le racisme. Jusqu'à aujourd'hui, en France, en dehors des grands centres urbains où ces populations ont pu recréer des lieux de vie, y vivre librement et exprimer leurs différences, le racisme se voit à l'œil nu. Ici et là, dans les petites villes agricoles de bord de mer, le travail fini, les travailleurs agricoles, les serveurs et cuisiniers, les femmes de ménage, les Mohamed, Ali, Fatima, tous enfants d'Ismaël, ne savent pas quoi faire de leur peau, ni où se mettre pour prendre un peu de repos. Je connais des villages où l'accès au café de la place est de fait interdit aux Arabes, comme dans le bon vieux temps de la colonie. Dans ce petit village au bord de la Méditerranée, je les vois le soir, fumant furtivement dans les creux des falaises, à l'abri des regards. Les ex-colonisés indigènes devenus immigrés dans le pays qui les colonisa. C'est là qu'ils se retrouvent entre eux, après le travail, pour regarder droit devant eux, de l'autre côté de la mer, essayant d'apercevoir ce pays qu'ils ont quitté et auquel ils appartiennent. Ils fument en silence. Pensent-ils comme moi que l'histoire est cruelle? Et de ce point de vue, le débat fut positif. Il a révélé le mal-être et les discriminations très concrètes dont souffrent les populations immigrées, particulièrement celles d'origine maghrébine. Mais à partir de cette injustice flagrante, accepter la pratique, maghrébine ou pas, musulmane ou pas, de casser ses cheveux, de ne pas se faire soigner par un homme, de ne pas serrer la main des hommes, c'est-à-dire accepter des pratiques de ségrégation sexiste, il y a un pas dangereux à franchir. C'est choisir à remettre pire que le mal. Refuser le voile ne signifie pas accepter le racisme, comme veulent nous le faire croire certains. Tout ce débat répondit aux attentes de ceux qui restaient en marge de la société. La mobilisation antiraciste des années 80, les politiques de discrimination positive qui suivirent, la réussite de quelques-uns d'entre eux ne suffisaient pas. Portés par la vague postcoloniale en vogue dans les universités américaines, sûrs de plaire et d'être soutenus par le vieux front anticolonialiste, bref, réveillant tous nos fantômes dont ils n'avaient que faire, les enfants du colonialisme français vont se jeter dans la bataille. Se parant du titre de gloire d'être les indigènes de la République. Ils surgirent dans le paysage français et se taillèrent une belle place dans la ville et sur le net. Les nouveaux indigènes se disent eux-mêmes descendants d'esclaves, de déportés africains et filles et fils de colonisés. Sans crainte de mettre le feu à la maison, ils jouent dangereusement avec nos démons identitaires. Nous voilà revenus au goût du jour
les slogans des Noirs américains, notamment des féministes, racisme et sexisme, quand le lumineux visage d'Angela Davis flottait sur les manifestants de San Francisco à Milan. Détournant les luttes du passé, ils disent sexisme et islamophobie.